ces banquiers qui avaient imaginé des modèles très spéculatifs ont entraîné une récession mondiale. Un autre monde est-il possible ? Moi, j'aurais tendance à commencer en disant c'est le nôtre qui n'est plus possible. La démocratie, c'est pas uniquement le fait d'aller voter, encore faut-il voter pour des valeurs. Nous vivons dans un monde où les choses ne sont pas véritablement bien réparties et partagées. Je ne suis pas sûre que le seul progrès qui vaille soit l'accès au bonheur. Le bonheur de Voltaire, c'est il faut cultiver son jardin. De façon générale, on ne peut pas mieux faire qu'avec les anagrammes. Vous prenez l'anagramme de Carpe Diem, ça donne « ça déprime ». En neurologie, on sait que je ne peux prendre conscience du bonheur que si auparavant j'avais eu du malheur. Le bonheur, c'est la sensation de vivre ce à quoi on aspirait. Je crois qu'une des plus belles conquêtes de l'espace, c'est d'avoir pris cette conscience de notre planète. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que 3 personnes ou 4 personnes dans une voiture, c'est mieux que 3 ou 4 voitures par personne. La révolution numérique, elle permet de faire des économies sur cette révolution industrielle passée. Qu'est-ce qui a organisé le monde tel qu'il est ? C'est bien les êtres humains. Parce que l'école, c'est une chance pour nos enfants. C'est une chance. En 68, on revendiquait une certaine légitimité de la rue par rapport à celle des urnes. Les secours arrivaient toujours trop tard. J'ai un ami très proche dont la femme s'est radicalisée récemment. Elle a fait des études, des très hautes études. Elle avait un bon métier. Et que n'importe quel progrès technique conduit à une amélioration morale. Il me semble que plus personne ne croit ça. La société française, elle est en proie à un certain nombre de morcellement. Il y a des jeunes qui ont tendance à se radicaliser. Ceux qui veulent tenter d'instituer une société sans artistes ont du boulot. Le critique littéraire, après la sortie de Madame Bovary, a écrit « Monsieur Flaubert n'est pas écrivain ». Qu'est-ce qui vous fait choisir le sujet d'un roman ? Cette accumulation des connaissances, il faut l'ingurgiter, il faut l'absorber, il faut la comprendre. Je trouve ça difficile de ne pas être optimiste. Évidemment, le défi qui nous arrive maintenant, c'est le défi du changement climatique. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit résigné, il faut qu'on soit des engagés. Et nous avons tous ce pouvoir de changer le monde. Les grands sages chinois, Bouddha disait, ils ont 2 immenses oreilles et une seule bouche, parce qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Je considère que l'allongement de la durée de la vie est une très bonne nouvelle. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que l'information scientifique circule et passe au grand public. Ces grandes villes, les gens ne viennent pas parce qu'ils trouvent du travail. Ils viennent parce qu'ils viennent de campagnes qui sont ruinées. Je crois que savoir que l'autre, celui qui est en face de toi, possède des trésors qu'il peut t'apporter, quoi. C'est quoi l'amour qui va faire qu'on reste le proche de celui qui se fragilise ? Comment ça marche l'amour ? On ne sait plus. J'ai commencé la musique, je crois, déjà dans le ventre de ma mère. On demande de plus en plus à la recherche d'avoir des résultats à court terme. Je dis, arrêtons ces logiques suicidaires d'austérité. Que la gauche, normalement, est liée au progrès. Croire au progrès, c'est croire que le futur peut être différent du présent. Je pense qu'avant mon exposé, cet exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles seront confuses. Bonjour, vous m'entendez bien ? Bienvenue à vous, bienvenue sous cette magnifique coupole pour un débat qui va s'orienter sur les mutations scientifiques, quelle responsabilité et quelle éthique. Je vous présente avant tout les rencontres capitales pour ceux qui ne les connaissent pas. Les rencontres capitales sont le grand débat d'idées biennal sur les sciences, le progrès et société de l'Académie des sciences. Pendant 48 heures sous la coupole et dans la grande salle des séances de l'Institut de France, les principaux acteurs scientifiques, économiques, politiques et culturels en France débattent avec 5000 spectateurs des grandes mutations de notre monde, si nombreuses actuellement. Ce débat, comme tous les débats des rencontres capitales 2018, a été préparé par un panel d'étudiants et de jeunes diplômés coordonné par la plateforme Nova. La 5e édition des rencontres capitales est également le premier événement de débat en France, accessible aux sourds et malentendants, grâce à la Fondation pour l'audition. Les rencontres
Capital, depuis leur création, soutiennent la maison des journalistes. Alors on me dit qu'on ne comprend pas. D'accord. Il y a trop d'écho, mais hélas, je suis moins vite, moins fort, plus loin. Bon, merci. Donc, je vais enchaîner avec la présentation du débat sur la génétique, la bioéthique, l'allongement de la vie. Ça va mieux comme ça? Oui, à peine. L'allongement de la vie, le transhumanisme, l'intelligence artificielle, l'assistance médicale à la procréation, la PMA, la gestation pour autrui, la GPA, la conservation des ovocytes en prévision d'éventuels problèmes de fertilité. La science repousse toujours plus loin ses limites, le plus souvent en réponse à une demande sociétale. Une véritable révolution et une accélération des moyens d'action scientifique qui conduisent à s'interroger autour des grands enjeux éthiques qui y sont associés, sur la responsabilité des chercheurs et sur certaines frontières dangereuses à déterminer, au-delà desquelles se trouverait le clonage humain, les machines pour nous gouverner ou les robots programmés pour la guerre. Doit-on avoir peur de la science? Doit-on fixer des limites? Comment instaurer des garde-fous à la recherche et à l'investigation sans risque de passer à côté de découvertes essentielles en matière de santé? Les comités d'éthique sont devenus essentiels pour nous protéger des dérives possibles de la science. La société civile, les citoyens, les protéger des dérives possibles de la science. J'ai zappé une phrase. La société civile, les citoyens, les jeunes doivent-ils être associés à la réflexion? Quelle formation pour les futurs chercheurs et ingénieurs? Doit-on imaginer une slow science, une science de la lenteur, dans l'esprit de la slow growth? Quelles sont les grandes évolutions scientifiques de la prochaine décennie? Vous l'aurez compris, le débat est vaste. Les questions vont être complexes, mais nous avons un plateau de qualité qui va nous éclairer sur ces sujets. Je commence par Jean-François Bach. Jean-François Bach, vous êtes à la fois docteur en médecine et des sciences. Après une carrière hospitalière, vous êtes devenu professeur d'immunologie. Vous avez été correspondant de l'Académie des sciences en 1977, membre en 1985, et vous en avez été secrétaire perpétuel jusqu'en 2015. Vous avez publié de nombreux ouvrages scientifiques et vous êtes par ailleurs membre du Comité national d'éthique et président du Comité sciences, éthique et société au sein de cette instance. Ensuite, nous avons Jean-François Delfrécy, vous êtes président du Comité national d'éthique, médecin spécialisé dans l'immunologie. Vous avez commencé à vous intéresser au virus du sida dans les années 80. En 88, vous êtes devenu professeur d'immunologie clinique et de médecine interne. En 2005, vous avez été nommé directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. Parallèlement, vous exercez la fonction de directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. En 2014, vous avez été missionné par Manuel Valls pour être coordinateur chargé du virus Ebola entre la France et l'Afrique. En novembre 2016, vous avez été nommé à la tête du Comité national d'éthique. Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes chercheur en intelligence artificielle, président du comité d'éthique du CNRS, professeur informatique à Sorbonne Université, chercheur en intelligence artificielle au laboratoire informatique de l'Université Paris 6, où vous dirigez l'équipe ACASA, président du comité d'éthique du CNRS. Vous êtes aussi directeur adjoint du laboratoire d'excellence Hopville, au sein duquel les équipes de littérature de l'Université Paris-Sorbonne coopèrent avec les informaticiens de l'UPMC. Vous nous expliquez ce que l'UPMC, sur le versant littéraire des humanités numériques. Vous avez notamment publié Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle vers une domination programmée et Le temps des robots est-il venu? Je vais présenter Thomas Lecuy. Vous êtes professeur au Collège de France, chaire dynamique du vivant, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France. Vous n'entendez toujours pas? Je suis désolé. Alors dans ces cas-là, oui, désolé. Alors on va voir si c'est mieux. Je crains que ça ne soit guère mieux. D'accord. Je ne pense pas, madame. Je pense que c'est un écho.
Je vais vous présenter. Vous êtes donc professeur au Collège de France, titulaire de la nouvelle chaire dynamique du vivant. Vous êtes directeur de l'équipe architecture et dynamique des tissus biologiques à l'Institut de biologie du développement de Marseille, médaille d'argent du CNRS en 2015 et membre élu à l'Académie des sciences et de l'Academia Europa en 2014. Vous êtes spécialiste du développement embryonnaire. Vous avez profondément renouvelé nos connaissances sur l'information génétique et biochimique assurant l'organisation de la dynamique cellulaire au cours de la morphogénèse des tissus. Vos travaux, reconnus mondialement, ont participé à l'émergence d'un nouveau champ de recherche à l'interface entre la biologie cellulaire, la génétique et la physique, ce que l'on appelle la mécanobiologie. Thierry Galli, pour terminer, si je puis dire, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM et directeur de l'Institut thématique biologie cellulaire, développement et évolution. Vous êtes un ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes allé aux États-Unis pour effectuer des études postdoctorales de recherche dans le laboratoire du professeur Pietro De Camilli à l'École de médecine de l'Université de Yale. Là, vous avez travaillé sur les mécanismes moléculaires. En 1995, vous avez pris votre premier poste de chercheur à l'Institut national de santé et à l'Institut Curie, dans le laboratoire du professeur Daniel Louvard. Et en 2005, vous avez été nommé chef de groupe à l'Institut Jacques Monod à Paris et nommé directeur du Centre de psychiatrie et de neurosciences en 2015. Voilà, les présentations sont faites. J'espère qu'elles ont été à peu près compréhensibles. Nous allons commencer avec une question d'ordre général, en discutant tout à l'heure en préalable à ce débat. Quand on voit la nature des problèmes qui nous sont posés aujourd'hui, on se posait la question de savoir où en sommes-nous de nos réflexions par rapport aux mutations scientifiques. En sommes-nous à l'an 0, à l'an 1 ? La science va extrêmement vite. L'éthique, les problèmes éthiques se posent souvent a posteriori, une fois que la science a progressé. Thomas Lecuy, quel est votre sentiment sur l'état d'avancement de nos réflexions aujourd'hui ? Je vais vous poser la question collectivement. Vous demandez des réponses aussi brièvement que possible, et ensuite nous passerons aux questions du panel. Quel est votre sentiment ? Est-ce qu'on en est à l'an 0 de ces réflexions relatives à l'éthique et aux mutations scientifiques ? Est-ce qu'on commence à progresser, on en est à l'ébauche ? Où en sommes-nous selon vous ? J'ai le sentiment que les débats éthiques et scientifiques sont relativement anciens. Non seulement quand je me réfère à ma propre carrière scientifique, mais même plus généralement quand on se renseigne un peu sur les discussions que l'on peut trouver dans les ouvrages scientifiques, les essais philosophiques qui montrent qu'en fait l'homme s'est toujours interrogé sur l'impact de la technologie, de la médecine, bref, de son action sur le monde et sur l'homme, et les questions que cela soulevait. Alors, où en sommes-nous ? À un certain point de ce parcours qui n'a pas de fin, et je me garderai bien de le chiffrer. Disons que je pense qu'il est très important que un nombre croissant de personnes décident de l'importance de discuter des questions éthiques en lien avec la technologie et la médecine, la recherche plus généralement. C'est une discussion en cours qui doit se développer. Jean-François Bach, quel est votre sentiment ? Oui, la situation évolue parce que dans de très nombreux instances se sont créés des comités d'éthique, car à la fin on se rend compte que la discussion sur l'éthique ne peut pas être simplement individuelle, il faut qu'elle soit collective. Alors au niveau du Conseil consultatif national d'éthique, Jean-François Delfraissy va en parler sans doute, il y a une consultation très large, populaire on peut dire, puis après ça se rapproche au niveau des experts. Et puis il y a de très nombreux comités, je n'en connais pas le nombre, mais il y en a plusieurs dizaines. C'est normal d'une certaine façon parce que chaque activité a ses propres problèmes d'éthique. Alors il y a eu des problèmes d'éthique dans le passé qu'on connaît bien, il y a eu des choses horribles qui ont été faites et que nous condamnons tous. Il y a des problèmes qui sont plus subtils, qui sont liés, on va en parler cet après-midi, aux mutations scientifiques. Que peut-on faire ? Que doit-on faire ? Comment tenir compte de des avis contradictoires qu'on entend ? C'est un problème difficile. Puis il y a le problème aussi, pas seulement de l'application des progrès de la science, mais la conduite de la science. Que peut ou ne peut pas faire un scientifique ? Ça fait beaucoup de questions. Et c'est vrai que les questions apparaissent nombreuses aujourd'hui et qu'il faut qu'on y réponde. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens maintenant y réfléchissent de plus en plus
et ensemble, ce qui est une bonne chose. Très bien. Thierry Gallet, votre sentiment? Je crois, comme cela vient d'être dit, que c'est un débat qui est certainement aussi ancien que l'humanité et qui est permanent et qui change évidemment de nature au cours du temps. Les questions évoluent et à côté de ça, j'ai l'impression que pour le grand public, il y a un temps qui est beaucoup plus long pour appréhender les découvertes scientifiques. Je pense on est à une époque où on voit qu'il y a des remises en cause, y compris de savoir si la Terre est ronde ou plate, et de l'évolution, la théorie de Darwin, etc. Donc les questions évoluent, mais il y a aussi un temps très long pour bien appréhender les questions scientifiques. Et je pense que ça montre que les nouveaux débats vont aussi mettre un certain temps et les nouvelles découvertes pour aller irriguer les réflexions plus largement. Très bien. Jean-François Delfraissy. Non, juste pour ajouter peut-être que c'est évidemment un vieux débat, et vous avez raison de le souligner, il s'accélère néanmoins, parce que les connaissances scientifiques ont un temps de doublement qui s'est beaucoup accéléré au cours des 15 dernières années. On estime que, par exemple, dans le biomédical, 50% des connaissances est renouvelée tous les 4 ans. 3000 publications par jour dans l'ensemble du milieu biomédical. Donc comment voulez-vous qu'on arrive à suivre finalement ce genre de points? Le deuxième élément, c'est, je ne sais pas si on en parlera par la suite, donc je le mets d'emblée sur la table, c'est le fait que, peut-être plus qu'avant, l'argent est très présent. L'argent est très présent à côté de la science, parce que, voilà, il y a la construction aussi de start-up, et puis de toute une construction qui est autour de cela. Et donc avec toute une série évidemment de réflexions. L'argent est présent, c'est pas forcément mal, mais ça pose une série de questions ensuite dans la relation qu'il peut y avoir entre les scientifiques et le citoyen. Et puis le troisième élément, c'est qu'il y a une société civile qui bouge, qui évolue, qui fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais qui suit. Et en tout cas, moi j'en suis persuadé, ce sera mon message tout à l'heure, c'est que la réflexion autour de ça, elle est bien sûr de l'ordre et entre les mains des scientifiques qui produisent la connaissance, et rappelons que c'est fondamental de produire la connaissance, mais elle doit être partagée et discutée avec le citoyen. Très bien, nous sommes précisément dans le sujet, puisqu'on va partager sur ces sujets. On va passer au sujet de déterminer, aux questions déterminées. Pardon, autant pour moi. On a eu droit à des déficients aujourd'hui. Excusez-moi. Bon, ceci étant, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je n'ajouterai pas grand-chose, si ce n'est que, bien évidemment, les questions d'éthique sont extrêmement anciennes et les questions d'éthique liées aux sciences le sont aussi. Le domaine qui est le mien, c'est l'intelligence artificielle. Et il y a quelques années, nous avions l'impression dans ce domaine que les questions éthiques ne se posaient pas vraiment pour nous, qu'elles étaient plus réservées aux médecins, aux questions liées à l'expérimentation médicale, qu'elles étaient liées à la biologie avec toutes les expérimentations sur le clonage, que peut-être que la physique avait des responsabilités particulières. Et puis nous nous sommes rendus compte très rapidement, en peut-être 10-15 ans, que le numérique transformait la société et que tout d'un coup des questions nouvelles surgissaient, que le monde dans lequel nous étions était différent. Et donc c'est allé si rapidement que nous avons nous-mêmes été extrêmement surpris en tant qu'informaticiens. Et la question, bien sûr, qui se pose aujourd'hui, c'est qui doit réfléchir à ces questions-là. Bien évidemment, les scientifiques ont une responsabilité toute particulière parce qu'ils ont une connaissance précise de ces évolutions des sciences, des technologies qui transforment la société. Mais je crois que, en particulier pour ce qui concerne le numérique, c'est une réflexion qui ne se fera pas uniquement avec quelques personnes. Je crois que ça dépend de la société dans laquelle nous souhaitons vivre. C'est justement, je crois, ce qui sera extrêmement important dans les années à venir, c'est de se demander qu'est-ce qu'on veut faire de cette société. Les technologies, les sciences ne tombent pas sur la tête des hommes, elles sont réalisées par lui,
pour les hommes, et donc il faut bien sûr savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. Je crois que c'est ce qui sera extrêmement important dans les années à venir, parce que beaucoup de potentialités s'ouvrent, et je crois qu'il est important de le savoir. Vous vous souvenez que la semaine dernière, Emmanuel Macron a fait un discours au Collège de France, justement pour lancer un grand programme sur l'intelligence artificielle, et je trouve qu'il disait extrêmement clairement les choses, c'est-à-dire que d'un côté, on a des potentialités énormes qui s'ouvrent avec l'intelligence artificielle, et d'un autre côté, ça engage des responsabilités qui sont toutes aussi grandes et qui sont à la mesure de ces potentialités qui s'ouvrent. Très bien, merci, encore mille excuses. Donc on va commencer par le premier thème déterminé par le panel, à savoir l'augmentation des capacités cognitives et physiques. C'est une question qui vous est posée à vous tous. Les débats autour de l'augmentation des capacités cognitives de l'homme posent la question du coût, souvent prohibitif, de l'accès à ces nouvelles technologies. N'est-ce pas inéquitable de développer et commercialiser des méthodes d'amélioration des capacités humaines qui seraient limitées à certains de nos concitoyens pour des raisons essentiellement financières? Qui de vous, Thierry Galli peut-être, avez-vous un sentiment sur le coût prohibitif de ces développements, de ces recherches, et qui ne serait finalement réservé qu'à une élite? Je pense que là aussi, il y a une dualité. Il y a certaines choses qui coûtent très cher et qui sont certainement réservées à peu de gens, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se développent et de partage d'informations qui sont extrêmement distribuées et auxquelles tout le monde peut avoir accès. Je crois que, notamment sur le partage de l'information, ce qui est saisissant, c'est que bien qu'il y ait un accès tel qu'on n'a jamais eu à l'information scientifique, notamment, on a beaucoup de pans de la population dans le monde qui réfléchit un peu en tribu, dans des petits groupes, et ça coûte pas forcément si cher d'amener cette information puisqu'on a ces technologies. Donc ça pourrait être un objectif d'éviter la tribalisation de l'information, par exemple. Votre sentiment, Jean-François Delfraissy? Bon, globalement, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que la science est source de progrès. Et si on regarde ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, on peut considérer... La science n'est pas, par définition, n'a pas d'idée si elle va être positive ou négative. Elle produit de la connaissance, mais globalement, si on regarde ensuite, à partir de cette production de connaissances, ce qui a été réalisé, il y a une vraie source de progrès. Alors, c'est là la question, en fait, avec une accélération de la science, le progrès scientifique, qui est le progrès des connaissances, à un moment doit s'interroger sur quel progrès humain il va entraîner, quel progrès sociétal il va entraîner. Et très clairement, pour les scientifiques eux-mêmes, ils sont d'abord dans une première idée de mieux connaître, de mieux comprendre, d'avoir une nouvelle découverte. Et puis on le voit bien, les jeunes scientifiques sont interpellés par se dire mais so what, une grande publication dans un journal, c'est fondamental, mais est-ce que c'est suffisant et ça va déboucher sur quoi? Donc c'est cette difficulté, ou pas difficulté d'ailleurs, mais que le progrès scientifique a finalement pour objectif, à un moment donné, d'aboutir vers un progrès humain et social. Allez-y, je vous en prie. Oui, je voudrais étendre cette question à une application des progrès scientifiques dans le domaine de la médecine. Je prendrai l'exemple des cancers. Il y a actuellement des progrès gigantesques dans la prise en charge thérapeutique des cancers, en particulier avec les anticorps monoclonaux thérapeutiques. Mais l'utilisation de ces anticorps atteint des coûts qui posent problème. Il pose problème parce qu'on arrive à une situation où le traitement de chaque malade va coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Quand je dis plusieurs, c'est peut-être encore plus que ça, si j'ose dire. Et il y a des limites à ce qui est possible de faire. Or, il est évident que devant un malade atteint dans une telle situation, on ne peut pas accepter l'inaction, surtout s'il existe des armes actives. Donc notre société va être, de fait, confrontée à cette situation de trouver des solutions à des applications très coûteuses
de progrès scientifiques majeurs applicables à chaque individu. Et ça pose beaucoup de problèmes, des problèmes de société certes, mais également de problèmes de relations avec l'industrie pharmaceutique, il faut le dire. Et c'est un débat qui n'est pas prêt d'être clos. Votre sentiment, Thierry Galli, par rapport à l'accès aux soins, justement, vous êtes sur un sujet... Oui, je sais qu'il y a des discussions et des débats dans les milieux économiques de la santé, notamment aux États-Unis, et sur le calcul du prix des médicaments, notamment de ces médicaments très onéreux dont on parle, avec notamment des modèles qui proposent qu'il n'y ait un coût au traitement onéreux que s'ils produisent un résultat, de proposer un étalement dans le temps du financement. Ça soulève des questions qui en fait nécessitent des réflexions qui vont très au-delà du monde scientifique et qui sont dans le domaine de l'économie de la santé en fait. Je vous propose de passer sauf si vous voulez intervenir sur ce sujet. Mais comme vous voulez, hein. Non, vous avez tous la parole libre, donc vous avez des micros. Je vous invite à prendre la parole aussi souvent que vous le voulez. Écoutez, je suis peut-être un peu en désaccord avec ce qui vient d'être dit parce que je viens d'une discipline différente. Et les technologies de l'information, sont des technologies dans lesquelles les effets d'échelle sont extrêmement importants. Plus de gens les utilisent, moins le coût individuel est important. Si vous faites un programme informatique, si il est destiné à une personne, il coûtera extrêmement cher puisque vous aurez tout le développement à payer pour une personne. En revanche, si ce programme est destiné à des millions, voire à des milliards de personnes, comme ça se fait produit aujourd'hui, à ce moment-là, tout le monde peut en bénéficier avec des coûts très faibles. Ça veut dire qu'il y a des changements dans la nature même de l'économie de la technologie. Prenons un exemple dans le domaine militaire. Exemple peu sympathique, certes, mais pendant longtemps, c'était les États qui tiraient les industries militaires parce qu'elles finançaient les dispositifs militaires pour les besoins de leurs armées. Aujourd'hui, c'est plutôt l'industrie du jeu vidéo qui va permettre de diffuser à de très nombreux exemplaires des automatismes qui vont jouer un rôle extrêmement important, par exemple pour les drones ou pour des systèmes de commande, etc. Donc ça veut dire qu'on a une transformation totale de l'économie de la technologie. Donc il n'est pas certain qu'il y ait une fracture numérique, hein, comme on le dit souvent. En revanche, il y a un deuxième effet lié au numérique. C'est une très grande inégalité qui est en train de se créer entre des personnes qui ont une culture, une faculté à appréhender ces technologies, à les maîtriser, à les dominer et en faire quelque chose, et puis des gens qui se contentent simplement d'être des utilisateurs et qui, eux, peuvent se faire abuser considérablement par des grands opérateurs de l'Internet. Et donc, d'un côté, je crois qu'il y a un accès à ces technologies de l'information qui est très large, mais d'un autre côté, il y a des risques assez grands d'avoir une société de plus en plus inégalitaire et en même temps des inquiétudes qui peuvent se faire jour dans un certain nombre de parties de la population, chez un certain nombre de gens qui ont du mal à maîtriser ces technologies et à les comprendre et qui en même temps s'inquiètent de conséquences que ça peut avoir. Donc je crois qu'il y a des questions très très sérieuses de ce point de vue-là, mais elles ne sont pas exactement ce qu'elles étaient auparavant. D'accord, se pose donc la question de l'apprentissage de la population pour mieux Bien évidemment, c'est la question de la formation de la population et de la possibilité d'appréhender, d'approcher ces nouveaux développements. Question d'autant plus délicate qu'elle demande d'abord une formation initiale et puis ensuite que ces technologies évoluant extrêmement rapidement, ça demande de se former de façon continue. Thierry Galli, vous voulez dire ? Oui, juste un point, c'est qu'en fait, sur l'une des catégories de maladies que sont les maladies rares, par définition, l'effet volume n'existe pas et n'existera pas. Donc là, pour revenir au point précédent du coût économique, c'est pas par l'effet volume qu'on pourra y remédier.
Et enfin, pour insister sur ce point-là, parce que le grand public doit trouver notre langage finalement un peu complexe, hein, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que le coût du médicament, par exemple, dans la santé en France, représentait finalement assez peu de choses dans le coût de fonctionnement d'un gros centre hospitalier. Et il est en train de passer doucement mais sûrement de 7 à 8% à 15% du coût de l'hôpital. Donc vous vous rendez bien compte que c'est quelque chose d'inattendu qui est arrivé de façon assez éruptive au cours des 5 ou 6 dernières années. Ce qui pose le problème de fond. Est-ce que finalement, et y compris qui est posé à l'industrie pharmaceutique, hein, il faut être très très clair, est-ce que le médicament est un produit de distribution comme un autre, ou est-ce qu'il commence à appartenir à finalement une sorte de bien public mondial parce qu'il est utilisable pour le bien de la communauté? Et c'est une vraie question qui n'est pas résolue, mais qui se pose, qui va se poser à nous tous, et qui va faire le choix, et qui va faire influencer pour que l'ensemble de ces prix baissent. Et c'est quelque chose de nouveau. La question n'était pas posée dans de tels termes il y a plusieurs années. Je vous remercie pour cette transition parfaite, puisque le second thème déterminé par le panel est la marchandisation de la médecine et des innovations scientifiques. C'est une question qui vous est adressée, Jean-François Bach, sur le financement de la recherche fondamentale, qui dépend le plus souvent de son intérêt commercial potentiel. Mais la recherche, notamment médicale, ne devrait-elle pas être orientée par le concept plus large d'intérêt général? Comment penser une répartition entre le marché et l'État pour le financement et l'exploitation des recherches? Pensez-vous que certaines technologies devraient être réservées à l'État par souci de l'intérêt général? Alors, je veux dire que j'ai été surpris quand j'ai vu cette question, parce qu'on ne peut pas dire que la recherche fondamentale est conditionnée aujourd'hui par ses applications, en particulier industrielles. Il est vrai, et nous le disons aussi souvent que nous pouvons, qu'il est absolument crucial que la recherche fondamentale soit aidée indépendamment de toute application. Elle l'est heureusement encore dans notre pays dans une large mesure, dans les grands organismes de recherche, dans les universités. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, et il est vrai que l'application de la recherche est un domaine extrêmement important de notre société, et elle est dans les mains de sociétés industrielles dans beaucoup de cas, pas toujours, souvent. Et en France, nous avons une situation qui est un peu regrettable. Les fameuses start-up dont on parle beaucoup ne sont pas aussi développées en France qu'elles pourraient l'être et qu'elles le sont dans d'autres pays comme les États-Unis ou l'Angleterre ou Israël. Et ça, c'est un problème. Il faut que nous trouvions un équilibre pour l'application de la recherche entre le secteur public et le secteur privé, les différents types de secteurs privés, avec toutes les collaborations nécessaires. Mais en tout cas, la recherche fondamentale par elle-même, c'est ce qui est crucial. Rien ne se fera dans l'application sans recherche fondamentale. C'est clair, nous l'avons toujours dit avec force et nous le répéterons toujours. Mais où en sommes-nous de cet équilibre que vous décrivez entre le privé et le public? Alors, la recherche, c'est assez difficile d'avoir une idée très précise de la recherche privée. Si je parle du domaine que je connais le mieux, c'est celui de la biologie, du vivant, de la santé, bon, c'est à peu près réparti. Les objectifs ne sont pas les mêmes, tout à fait. Le développement des médicaments, par exemple, on en parlait à l'instant dans un autre contexte, a un coût absolument gigantesque, qu'on pourrait d'ailleurs réexaminer, parce que les essais thérapeutiques en particulier coûtent, à mon avis, beaucoup plus cher qu'ils ne devraient le faire. Mais là, le privé joue son rôle. Globalement, on est à peu près, je vous dis, à un niveau d'équilibre. C'est vrai qu'il faut, en tout cas, un message important pour les politiques, qui souvent ne sont pas scientifiques, tout le monde ne peut pas être scientifique, les politiques ne se rendent pas compte, même si parfois ils disent de façon générale qu'ils sont d'accord, mais ils ne se rendent pas compte de l'importance de la recherche fondamentale par rapport à la technologie et aux applications de la science. Et c'est notre rôle de dire l'importance de la recherche fondamentale et ce que je disais il y a un instant, que toute recherche, tout développement dépend au départ d'une bonne recherche fondamentale. D'accord. Votre sentiment, Thierry Galli, vous qui avez beaucoup travaillé dans le domaine du sida? Non, autant pour moi. Non, il y a une erreur. Il y a une erreur. CV, oui. D'accord, autant pour moi. C'est Yves Lévy, le PDG de l'INSERM, ou Jean-François Delfrécy. C'est ça. Évidemment, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-François Bach. C'est un bien public, en fait, la recherche fondamentale.
le chercheur a un statut particulier, il a un statut d'indépendance intellectuelle qu'il est absolument important de préserver. Et d'ailleurs, quand on discute avec un certain nombre d'industriels du secteur de la santé, ils sont les premiers à le reconnaître et à reconnaître aussi la nécessité qu'il y ait une recherche fondamentale forte, parce qu'ils sont tout à fait conscients du fait que ce qu'eux vont pouvoir faire en dépend. Et les pays qui sont les plus forts dans les aspects applicatifs sont aussi les pays les plus forts dans les aspects les plus fondamentaux de la recherche. Donc c'est deux choses qui ne sont pas antagonistes et qu'il faut bien avoir conscience qu'ils doivent marcher de pair. Donc vous, Jean-François Delfraissy, m'intéressez d'avoir votre avis, vous qui avez travaillé précisément sur les recherches médicamenteuses, sur cet équilibre, peut-être précaire. Une fois de plus, c'est un équilibre qui est difficile à trouver et qui est en train de profondément se modifier parce que l'industrie pharmaceutique elle-même a décidé, pour multiples raisons, il y a quelques années, de ne plus finalement investir de façon massive dans la recherche et le développement. Et on voit de très grands laboratoires, dont un très grand laboratoire français, finalement couper des pans entiers de sa recherche et développement. L'idée derrière est qu'il y a de jeunes start-up issues du milieu académique, financées d'ailleurs par le milieu académique, financées par l'État, financées par vous tous, par nos impôts, et qui finalement sont reprises à un temps donné lorsqu'elles aboutissent soit à un produit diagnostique, des nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle, dans la génomique, dans les neurosciences, et peuvent être à un temps donné rachetées. Donc c'est là où vraiment le modèle est en train de changer sous nos yeux, et avec une série de conséquences. Je dois dire, je suis assez critique, et vous le sentez, sur la place de l'industrie pharmaceutique en 2018. Parce que c'est devenu un grand distributeur, et c'est fondamental, parce qu'elle distribue quelque chose de très particulier, qui est le médicament, mais fondamentalement, c'est un grand distributeur, et qui, je le dis publiquement, verse, compte tenu du ratio par rapport au chiffre d'affaires, les dividendes versés par l'industrie pharmaceutique sont supérieurs à ceux de l'industrie du luxe. Et donc on peut s'interroger si c'est tout à fait logique que bien sûr l'industrie fasse des bénéfices, on est totalement tous d'accord, hein, mais à ce niveau-là, supérieur à ceux de Louis Vuitton, Moët & Cie ou de l'industrie du luxe, ça nous interpelle tous. Vous allez être interpellés par ce que je viens de vous dire. Et donc dans ce modèle, il reste un équilibre à trouver, car finalement, c'est en effet de la recherche fondamentale, académique, payée par l'État, entre guillemets, c'est là où se joue, et c'est là où il doit y avoir notre pertinence. Et donc c'est là où la France doit continuer, en effet, à financer de façon importante cette recherche fondamentale. Très bien, merci beaucoup. Une question, vous voulez rebondir ensuite, une question vous sera adressée. Oui, je pense que la question du... Enfin, j'apprécie beaucoup le fait que nous tous soulignions l'importance de la recherche fondamentale. Moi, j'ai été très marqué récemment par la lecture d'un ouvrage que je conseille à tous les auditeurs présents ici. C'est un livre d'un certain Abraham Flexner qui, en 1939, c'était le directeur et fondateur de l'Institute of Advanced Studies à Princeton. Donc, dans un contexte de guerre qui démarrait, lui-même avait été impliqué dans la réforme de l'enseignement aux États-Unis, des écoles de médecine, etc. Il a écrit un petit ouvrage qui s'appelle « The Usefulness of Useless Knowledge », l'utilité de la recherche inutile. Et ce livre est une espèce de témoignage très fort dans la conviction que toutes les activités intellectuelles qui concernent les humanités, la science, la médecine, etc., sont absolument vitales, alors que dans ce contexte-là, les États-Unis et le monde en fait se préparaient à la guerre, avec finalement des contraintes utilitaires bassement matérielles et terribles. Et cette espèce de profession de foi dans la croyance et l'importance des activités intellectuelles pour sauver l'humanité, qui courait d'autres dangers matériels, me semble extrêmement intéressante à lire et à enseigner aujourd'hui. Le point spécifique, la thèse centrale de cet ouvrage, c'est que finalement, en laissant une grande liberté aux chercheurs, il n'y a pas à avoir peur. L'être humain, fondamentalement, a, et c'est au cœur de sa dignité, le désir de comprendre, le désir
se pose des questions, il cherche des réponses. Et cette phase libre d'exploration trouve elle-même une espèce de sélection par les réponses pertinentes qui sont trouvées à des questions. Il y a une approche, j'allais dire, quasi darwinienne dans l'approche intellectuelle qui laisse le champ libre aux questions, aux réponses trouvées, et finalement l'utilité, l'application se découvre d'elle-même après coup par une phase de sélection. Si on utilise cette approche, c'est aussi celle qui économiquement est la plus rentable. En tout cas, ça serait intéressant de réfléchir à deux approches économiques, l'une qui finalement distribue de l'argent de façon assez large et qui opère une sélection après un certain laps de temps, qui est assez long, et une autre qui est programmative. Et en fait, on a typiquement eu ces deux approches, l'une dans le privé, l'autre plutôt dans le public. Si aujourd'hui, des entreprises abandonnent des programmes très programmatiques et se reportent sur et s'appuient sur les recherches dans le public, dans les universités, etc., c'est bien qu'elles ont compris qu'en fait, il y avait sans doute pour elles, en tout cas, un avantage économique. Donc je pense qu'il y a une réflexion économique et puis il y a une réflexion de fond, c'est-à-dire que l'utilité est quelque chose qui effectivement est très central pour l'homme, mais elle doit, et en fait elle peut et doit en fait s'appuyer sur une recherche qui en apparence est plus inutile. L'histoire des sciences et de la médecine du XXe siècle nous donne maintenant de nombreux exemples par lesquels les grandes découvertes sont venues de découvertes fortuites. Et donc, voilà, je veux souligner le fait qu'il n'y a pas à avoir peur de l'exploration libre des scientifiques. C'est le meilleur moyen d'arriver aux grandes transformations sociétales et au progrès. Merci pour ce propos rassurant. Une question qui vous est adressée justement par le panel. Nous, humains, qui appartenons à la nature, sommes pourtant les seuls à nous poser des questions concernant l'évolution de notre espèce. Est-ce que les nouvelles possibilités d'augmentation ne posent pas le problème de la relation de l'homme avec la nature et avec la part de nature en lui ? Ah oui, alors c'est une question classique, la partie finalement naturelle et culturelle de l'homme. Bon, d'abord, pour commencer, je pense qu'effectivement, il faut effectivement souligner le fait que l'homme est évidemment un être naturel et pourtant, il a développé une culture sous toutes ses formes qui lui donne une place singulière dans la biosphère. Après, moi je pense qu'il faut être assez prudent sur justement, et on le voit de multiples façons dans notre société, une espèce d'idéalisation de la nature. On peut la voir sous la forme de l'écologie, qui évidemment était très bien, mais disons un rapport à la nature, à l'organique, on le voit dans différents pays étrangers. Il faut bien voir que la nature est cruelle. Et d'ailleurs Darwin, qui avait une éducation de philosophie naturelle, n'était pas préparé à reconnaître que dans la nature, il y a des choses mauvaises. Et c'est parce qu'il était géologue et qu'il a vu des grands cataclysmes et l'impact sur les espèces qu'il a développé sa pensée évolutive, qui était un retournement de la pensée très radical chez lui. La nature est cruelle parce que les espèces disparaissent, parce que quand on regarde les sociétés animales, elles meurent sans qu'on s'en soucie. Et finalement, la singularité de l'homme, c'est quand même d'avoir limité une certaine cruauté de la nature en développant précisément la culture. Donc je pense qu'il est important de ne pas idéaliser la nature et d'apprécier dans la culture un moyen d'apporter une certaine protection des faibles, j'allais dire de façon très générale, en développant des concepts culturels aussi forts que la justice, la dignité de la personne. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que la culture, c'est la nature de l'homme, en un certain sens. La culture n'est pas venue d'une comète étrangère, ni de façon surnaturelle. La culture est quelque chose qui est émergé dans l'histoire de l'homme et qui en fait finalement sa nature. Donc finalement, je pense qu'il faut être très prudent de ne pas trop opposer culture et nature et de voir leur intrication forte dans l'histoire du vivant et ne pas non plus trop idéaliser la nature. Alors, ce préliminaire établi, je pense qu'il est intéressant effectivement de réfléchir à l'augmentation, donc concept qui se développe beaucoup et qui a pour projet finalement de dépasser les limites biologiques de l'homme. Et je pense que ce qui est intéressant de voir dans la question de l'augmentation, c'est que qui dit augmentation dit implicitement que l'on se mette dans une gradation quantitative selon des paramètres que l'on définit. Qui augmente définit finalement des paramètres quantitatifs qui peuvent être divers et variés. Or finalement, en se référant justement à l'acquis culturel fondamental de l'homme, il y a, me semble-t-il, quelque chose qui n'est typiquement pas relatif, qui n'est pas quantitatif, mais qui est un absolu, c'est justement par exemple la dignité de la personne.
Et donc, en réfléchissant en trame de fond à ce dialogue entre nature et culture, je pense, à titre personnel, qu'il y a un danger dans toutes les réflexions sur l'augmentation d'une remise en cause profonde de l'acquis culturel qui est le respect de la personne, dans sa dignité, les questions de justice. Et finalement, lorsque l'on voit bien sûr les bienfaits des développements technologiques dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la médecine, on voit bien qu'on est en train de passer d'une approche intrinsèquement bonne et à poursuivre, qui est de réparer, et dans lequel finalement on corrige les erreurs ou les anomalies qui se produisent dans la nature au nom de la dignité et de la justice. Il n'est pas normal que l'on laisse des personnes sans soins quand d'autres ont accès à des soins si on a les moyens de le faire. Ça, c'est réparer. Il est important de voir que dans l'augmentation, il y a la possibilité d'introduire une inégalité et finalement même en amont de reconnaître une certaine forme d'indignité à la limite de l'homme. Certains prophètes de l'augmentation humaine parlent très clairement. Ils sont peut-être une vision assez extrême sur le sujet, mais en tout cas verbalisent de façon très consciente, très claire, très lucide sur le fait qu'il y a une limite biologique qu'il convient de dépasser. Il me semble qu'entre réparer et augmenter, on est en train justement de passer d'une espèce de correction de ce que la nature peut produire de cruel, en termes de maladies. Certains ont moins de chances que d'autres, on le sait. Il y a des gènes qui prédisposent au cancer, par exemple. Ça, c'est réparer. Augmenter, c'est accepter qu'il y a une indignité à la limite et, de façon corrélative, potentiellement peut induire une certaine injustice, pour des raisons que l'on a déjà évoquées, d'accès à la possibilité d'être augmenté ou amélioré, disent d'autres personnes. Ce qui veut dire que pour vous, c'est un point de vigilance forte? Oui, je pense que c'est un point de vigilance. Nous sommes tous pour le progrès, pour réparer, pour que les gens puissent avoir une vie la meilleure possible, une santé la meilleure possible, l'accès des technologies qui permettent d'avoir une plus grande autonomie en utilisant les recours de l'informatique et des technologies diverses. Mais je pense, en tout cas moi c'est la réflexion que j'ai en ce moment, c'est d'arriver, en réfléchissant justement à la part de nature qui est en l'homme, au fait que la nature n'est pas toute bonne, que le but est aussi de corriger ce qu'elle peut produire d'inégalitaire, que la culture est l'outil que nous avons construit pour instaurer des absolus que sont la dignité humaine, et qu'à partir de ce moment-là, on voit bien que l'augmentation est une espèce de... vraisemblablement pourrait encourir le risque de nous faire refuser la limite humaine. Et il me semble que là, il y a quelque chose que l'on peut tous comprendre. Nous avons tous besoin d'être sans limite, mais en fait, nous sommes des êtres intrinsèquement limités. Jean-François Bach, vous voulez réagir à cette question pour Thierry Galli? Moi, je suis d'abord tout à fait d'accord à ce que vient de dire Thomas Lecuyer, mais je voudrais rajouter 2-3 éléments. Prenons le problème de la longévité. On parle beaucoup, et il y avait ça dans une des questions qui nous a été posée, que sera notre société lorsque nous vivrons 120 ans, 130 ans, etc. Il y a quand même beaucoup de vendeurs de rêves qui nous poussent à penser ça. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ça peut changer, non pas demain, ça peut changer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et rien n'indique que ce soit le cas aujourd'hui. La longévité augmente, l'espérance de vie augmente. Et le butoir, qui est celui, qui est l'âge à laquelle l'espèce humaine est vouée à disparaître, à mourir. Je parle au niveau individuel. Il n'a pas bougé. C'est autour de 100 ans. Alors il y a quelques sujets qui vont atteindre 105, 110, mais ça n'a pas augmenté. Et quand on regarde, même dans des pays développés comme les Pays-Bas, ça a bien été étudié récemment, c'est même le cas aux États-Unis, pour des raisons diverses, l'âge butoir a tendance plutôt à diminuer. Pas beaucoup, mais il n'augmente pas. Donc rien n'indique aujourd'hui qu'on ne sera capable, dans les 10 ou 20 ans à venir, à augmenter la durée de vie. Alors quand on nous parle de durée de vie de 150 ans, moi je dis il n'y a aucun argument scientifique qui vraiment le suggère. Et même chez l'animal, où on peut faire des expériences que bien sûr on ne peut pas envisager chez l'homme, il faut des situations extrêmes et qui n'arrivent à prolonger la vie que de peu. Et sinon, quant au reste, évidemment, et je rejoins totalement ce que vient de dire Thomas Lecuyer, notre rôle, particulièrement en tant que médecin, c'est d'amener les gens
les individus en bonne santé à l'âge de leur mort, le mieux possible. Et c'est tout le problème de la dépendance des sujets qui atteignent maintenant des âges élevés, qu'on atteignait beaucoup moins souvent avant qu'aujourd'hui. Et c'est là où on tombe dans le domaine de réparation. Alors l'augmentation, et je terminerai là-dessus, l'augmentation, elle est de deux types. Il y a l'augmentation des performances de l'individu. Alors, même en sport, c'est le dopage, ou tout ce qu'on veut, il peut y avoir des efforts. Et puis, il y a l'augmentation des capacités de l'individu par les instruments de la technologie, l'informatique en particulier, et c'est tout le problème de l'intelligence artificielle. Vous voulez réagir? Ensuite, c'est une question pour... Non, mais parce que je pense qu'on va être assez d'accord sur tout cela. Je vois en effet, moi, 2 points de vigilance. Hein. Finalement, dans la philosophie même un peu de la médecine, c'était quand même fondamentalement la réparation. Hein. Et là, il se pose deux nouveaux problèmes pour elle, qui sont, est-ce qu'elle va rentrer dans une vision d'augmentation, et avec, je pose la question, faut-il qu'elle y rentre ou pas? Et par ailleurs, on a une deuxième autre grande question posée à la médecine actuellement, qui est, faut-il qu'elle aussi serve, je dirais, à des demandes sociétales? Et est-ce qu'on ne se transforme pas avec un outil de réparation uniquement avec un outil permettant des réponses sociétales? Et c'est vraiment 2 grandes questions de fond sur lesquelles voilà, la communauté médicale, mais pas elle seule, hein, le citoyen doit aussi s'interroger, parce qu'elle pose un problème de fond philosophique, je dirais, de où nous allons, mais aussi, je suis désolé d'y revenir, mais aussi des problèmes budgétaires derrière. Car autant sur... si on commence à ouvrir sur des aspects d'augmentation et ou sur de demandes sociétales d'utilisation des outils médicaux, eh bien si l'enveloppe est constante, entre guillemets, ça peut se faire aux dépens d'une médecine de réparation. Donc c'est un enjeu, je n'ai pas la réponse, mais c'est un enjeu qui nous concerne tous. Vous voulez rajouter un mot, et ensuite on va accélérer un petit peu pour permettre que les questions au public puissent être posées. Première chose, donc, en tant que spécialiste d'intelligence artificielle, c'est qu'il se peut que ces technologies aident la médecine, hein, que l'on puisse, à partir de grandes masses de données, arriver à établir des corrélations qui permettent de faire des progrès considérables. Et donc, ça peut aider à mieux soigner. La question de l'augmentation est un tout petit peu différente. Dans quelle mesure les technologies permettent de nous augmenter? Alors, il y a des augmentations très classiques comme les lunettes, hein, qui sont extrêmement utiles. Mais il y a des augmentations d'un autre type qui, je crois, peuvent poser problème. Et je crois que je rejoins ce qui a été dit ici. Il y a d'abord des marchands de rêve qui nous expliquent qu'avec ces technologies, nous allons devenir quasiment immortels, si ça n'est pas vraiment immortel. Vous savez que, par exemple, des grands acteurs de l'Internet, comme Google, financent l'Université de la Singularité, et que l'un des directeurs scientifiques, hein, qui dirige cette Université de la Singularité, Ray Kurzweil, nous dit que nous allons télécharger notre esprit sur des ordinateurs et donc être des âmes qui vont vivre quasiment éternellement. Ça, c'est bien sûr absolument pas fondé. En tant que scientifique, je pense qu'il faut dénoncer ce genre de choses. Mais il y a un deuxième type d'augmentation qui, lui, peut poser problème avec les techniques de la robotique. Vous savez qu'il existe des exosquelettes qui permettent de marcher plus longtemps. Ça ne pose pas fondamentalement de problème. Mais il peut y avoir d'autres augmentations. Je vais prendre un petit exemple qui me semble très illustratif et très choquant. Vous vous souvenez tous d'Oscar Pistorius, cet athlète qui, parce qu'il avait une affection particulière, s'est fait couper les pieds qui ont été remplacés par des lames. Là, bien sûr, c'était de l'ordre de la réparation, puisqu'il ne pouvait pas marcher. Il se trouve qu'il y a une jeune femme qui s'appelle Jennifer Bradshaw, qui avait la même affection et qui s'est fait remplacer le pied gauche par une lame. Et elle rêvait de courir comme Oscar Pistorius. Alors elle a demandé à son médecin qu'on lui coupe le deuxième pied, ce qui n'était pas nécessaire, et qu'on le remplace par une lame. Alors ça, vous voyez, ça pose bien sûr cette question. Ce serait ça une véritable augmentation. Est-ce qu'on doit accéder à ce désir qui peut-être un jour viendra, c'est-à-dire des gens qui veulent courir plus vite et qui veulent des lames à la place des pieds? Alors moi, je crois que nous devons avoir des réflexions
sur ces questions-là. Moi, j'ai un critère, je ne sais pas s'il est très bon, c'est le critère de la réversibilité. Je ne parle pas pour la réparation, quand vous avez une véritable affection, mais si nous avons des augmentations, si elles sont réversibles, les lunettes sont réversibles, vous pouvez les enlever. En revanche, si vous faites couper le pied pour mettre une lame à la place, c'est irréversible. Et donc, à mon sens, ce seront certainement des transformations qu'on devrait condamner. Donc voilà un peu un critère, je crois, qui serait utile pour bien montrer la limite de ce qu'on peut faire. Très bien, merci pour ce propos très, très éclairant. Thierry Gallet, une question pour vous sur la publication scientifique a dans les dernières décennies généré des forts profits. On y revient, alors même que les recherches sont pour l'essentiel financées sur fonds publics. Comment les scientifiques et leurs institutions pourraient-ils reprendre la main en profitant de l'avènement du numérique? On revient un peu au sujet initial. Oui, et je pense que c'est en fait un problème qui est crucial pour les scientifiques et qui est aussi de nature éthique extrêmement importante parce que la publication scientifique est co-substantielle du travail des scientifiques. Tout à l'heure, Jean-François Delfraissy parlait des retours sur investissement dans l'industrie pharmaceutique. Il faudrait regarder les chiffres, mais je crois que dans le monde de la publication scientifique, dans les dernières décennies, ça a été encore plus élevé. Alors que la base est une production effectivement sur fonds publics. Donc il y a des mouvements importants à l'heure actuelle dans le milieu scientifique de la biologie pour effectivement essayer de reprendre le contrôle des publications scientifiques et que les industriels aient un rôle un peu différent de celui qu'ils jouent à l'heure actuelle. Alors je crois qu'ils l'ont assez bien compris puisqu'ils ont leur modèle économique est en train d'évoluer vers celui plutôt d'entrepôt de données et de maîtrise des data. Et donc effectivement, on va peut-être arriver à reprendre un peu mieux le contrôle du produit fini qui est la publication scientifique, mais il faudra faire attention de ne pas perdre à ce moment-là le contrôle des données brutes à leur profit. Juste un mot là-dessus, parce que c'est un sujet sur lequel à l'Académie des sciences nous sommes beaucoup investis. C'est le problème de l'accès ouvert de toutes les publications scientifiques à tout le monde, mais d'abord aux scientifiques. Vous savez qu'actuellement, il y a un mouvement très fort dans ce sens, mais qu'encore beaucoup de revues, et parmi les plus prestigieuses, sont vendues avec un abonnement qui coûte très cher au pays, plus de 100 millions d'euros pour la France. Et nous voulons lutter contre ça parce que, à notre époque, toutes les données devraient être ouvertes à tout le monde. C'est quand même un paradoxe que les travaux scientifiques sont conçus par les scientifiques, réalisés par les scientifiques. Les articles sont rédigés par les scientifiques et à la fin, c'est les scientifiques qui achètent la revue. Et avec des marges de l'ordre de 20 à 30% par les grandes revues qui publient ces articles. Ce n'est plus acceptable d'une certaine façon. Alors on arrive, on va évoluer. Nous avons une action au niveau européen pour essayer de lutter contre cela. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès. Il y a des disciplines, et je dois rendre hommage aux informaticiens qui ont beaucoup avancé dans ce domaine. En biologie, nous sommes en retard, il faut le dire. Mais nous évoluons aussi. C'est un but, c'est un objectif pour tout le monde. Pour nous, pays développés, mais aussi pour les pays en voie de développement. N'oubliez pas que, vous imaginez bien que les universités des pays en voie de développement n'ont pas l'argent pour s'abonner aux revues, donc n'ont pas accès à ces articles dont je parle. Donc c'est un enjeu important et qui sera une application formidablement utile des technologies modernes. Très bien. Il me faut désormais, on a pris un peu de retard, donner la parole au panel. Alors je ne sais pas, il doit y avoir des micros quelque part pour... les voilà. Bonjour. Donc, à vous la parole. Je ne sais pas dans quel ordre les choses sont prévues. Là, j'ai une question relative adressée à Thierry Gallet non, plutôt à Jean-Bernard Ganassia sur l'intelligence humaine et artificielle. Qui de vous la pose? Comment vous avez l'intention de procéder? Allez-y. En fait, j'avais effectivement une question pour Jean-François Delfraissy, mais qui était plutôt sur le rôle du comité consultatif national d'éthique et la manière dont les normes éthiques sont pensées par rapport au progrès scientifique. Parce que dans la discussion qui a eu lieu, on a eu l'occasion de voir qu'il y avait des marchands de rêve, l'industrie, il y avait de la demande sociale pour parfois dépasser ce qui était les limites traditionnellement convenues de l'humain.
On a aussi les scientifiques qui se font leur propre idée de ce qu'il faut faire par rapport à la nature, est-ce qu'il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature parce qu'elle est cruelle. Et donc, la question que je voudrais poser, c'est comment finalement penser le rôle d'un comité consultatif national d'éthique, sur quoi est-ce qu'il se base et est-ce qu'il est vraiment utile? Parce qu'in fine, est-ce que les questions ne sont pas tranchées par le droit? On a mis l'accent, enfin Monsieur Lecuy a mis l'accent sur des concepts comme la dignité humaine, qui est un concept juridique, et donc in fine, les questions scientifiques ne sont pas tranchées par les juristes, et voilà. C'est une très bonne question, difficile à répondre. Hein. Le Comité national d'éthique, c'est pour peut-être que, parce que vous ne savez pas exactement ce que c'est au niveau du public, c'est une instance particulière fondée par François Mitterrand, juste après la naissance du premier bébé éprouvette, Amandine, et où il s'était interrogé, avec une réflexion d'intellectuel qu'il était aussi, sur finalement jusqu'où nous pourrions aller avec ces nouvelles techniques qui touchaient à la procréation. Et il y avait quand même une vraie vision anticipative quand on se voit 40 ans plus tard. Donc c'est un comité de 40 personnes qui comprend des scientifiques et des médecins, mais de l'ordre de 30 à 40%, des philosophes, des juristes, donc des juristes aussi. Et puis on vient de faire entrer également la société civile, et puis on a aussi quelques spécialités de type anthropologue et philosophe, bien sûr. Donc ce comité se situe avec deux visions. Une vision, c'est les progrès de la science qui avancent, et c'est grâce à ces progrès de la science, ou à cause de ces progrès de la science, qu'un certain nombre de questions éthiques vont se poser. Hein. C'est bien l'innovation qui crée la question, dans une certaine mesure. Et puis deuxièmement, et de façon plus récente, sur les aspects plutôt, je dirais, de éthique et santé, ou réflexion entre société et santé, et avec des questions qu'on a abordées d'ailleurs autour du coût, de l'accès à l'innovation thérapeutique, de santé, environnement, donc des sujets qu'on a déjà discuté un peu là. Et donc là, cette structure est autonome, elle est indépendante, elle peut s'autosaisir ou être saisie sur un certain nombre d'avis par les différents ministères. Alors, nous sommes dans une période un peu particulière pour ce comité, puisque la dernière loi de révision de la loi de bioéthique, car nous avons en France un modèle particulier, où il y a une révision de la loi bioéthique tous les 7 à 8 ans, et on met sur la table un certain nombre de grandes questions qui se posent, et c'est un moment un peu privilégié, entre guillemets, de rencontre entre les sachants, les chercheurs, les médecins, la société civile, et aussi le politique. Donc évidemment, vous pensez que ce n'est pas la priorité en général de s'occuper des questions d'éthique. Sauf que les questions d'éthique le rejoignent très vite, et on le voit bien sur des grands problèmes sociétaux qui deviennent à un moment donné des questions aussi politiques. Donc la dernière loi a confié au Comité national d'éthique pour la première fois l'organisation d'états généraux de la bioéthique, dans lequel nous sommes actuellement depuis janvier jusqu'à fin juin. Et c'est une période qui précède, entre guillemets, la construction de la loi, qui, elle, se fera à partir de l'été et sera soumise aux chambres à l'automne et probablement dans le premier trimestre 2019. Donc c'est un temps assez privilégié, très difficile. Je dis que c'est mission impossible. Moi, on m'a confié des missions autour du sida, d'Ebola. Je dis que c'est la plus difficile que j'ai eu à essayer de piloter. C'est comment intéresser nos citoyens, le citoyen, à des questions qui sont soit très clivantes, parce qu'elles ne relèvent pas d'ailleurs de la bioéthique autour de la procréation, autour de la fin de vie, ou au contraire très complexes, parce que c'est l'arrivée des nouvelles technologies en intelligence artificielle, dans le numérique, dans les neurosciences, dans la nouvelle génomique, dans les ciseaux génétiques. Et comment arrive-t-on à établir ce dialogue? Alors, écoutez, je vous donnerai la réponse dans 3 mois, je ne la connais pas encore. Comment est-ce qu'on a essayé de le faire? Et ça va répondre en partie à ta question. On a essayé de le faire avec d'une part des débats en région, plus de 280 débats en région sur les différents sujets que j'ai évoqués, des auditions qui sont réalisées au CCNE. Je remercie les membres du CCNE et Jean-François Bach en particulier,
Ben voilà, c'est lourd, hein, c'est une ou deux fois par semaine, 4 auditions, à la fois des associations, des savants, entre guillemets, des grands courants de pensée religieux, des start-up aussi qui vont être interrogés, et puis un site web, bien sûr, et un comité citoyen qui nous accompagne. Bon, je vais terminer juste pour dire un mot. Je ne connais pas le résultat. Et prendre la plume va être difficile pour essayer de faire une synthèse de tout ça. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a un premier élément de réussite, c'est finalement la création d'une discussion citoyenne autour de sujets complexes. Et moi qui suis ici, on vous l'a rappelé au départ, du milieu SIDA, c'est une des choses que j'ai appris, c'est-à-dire devant un moment difficile pour la médecine, qui était la période de 85 à 95, eh bien ce moment de discussion et de construction commune, y compris sur des questions de recherche avec le milieu associatif. Ce n'est pas vrai que pour le sida, l'INSERM l'a remarquablement monté pour les maladies rares, par exemple, hein, et donc il y a d'autres exemples de réussite. L'INCA avec les patients et les grandes associations comme la Ligue pour les patients du cancer. Je pense qu'on est à un moment où, dans les choix de santé, donc des progrès issus de la science, eh bien, les choix sont à partager entre, d'une part, la communauté médicale et scientifique, d'autre part, le citoyen, et qu'en tout cas, on ne doit pas laisser uniquement ce choix aux politiques, hein, et qu'il faut l'éclairer à un temps donné sur les priorités qu'on souhaite voir venir. Merci beaucoup. Jean-Pierre Ganassia, vous voulez dire un mot? Vous avez 1 minute. Oui, très rapidement pour dire que est-ce que les comités d'éthique ne font que reprendre le droit? Est-ce que le droit est toujours éthique? Alors ça n'est pas évident. Il est arrivé des périodes, par exemple, avec la peine de mort, où on peut se demander si le droit était tout à fait éthique. Et deuxième chose, les comités d'éthique des sciences me semblent aujourd'hui importants parce que nous sommes à la frontière des connaissances. Et ça a des effets sur l'ensemble de la société. L'éthique, l'étymologie d'éthique, ça vient de mœurs, mais ça vient aussi en grec de étable. C'est là où on revient tous les soirs. Et justement, ces habitudes, cette habitude coutumière de revenir le soir au même endroit, c'est transformé par les technologies, par les sciences. Et donc, ces comités d'éthique, à mon sens, sont importants pour essayer de réfléchir à cela et pour éclairer ensuite éventuellement le droit. Sur le numérique, par exemple, une question simple, celle de la propriété du téléchargement. Ça a été réglé de façon un tout petit peu hâtive à la UPSART, mais c'est une question ouverte à partir du moment où le coût de duplication de l'information devient nul. À ce moment, peut-être que les questions de rétribution des auteurs, des éditeurs ne doivent plus se poser exactement dans les mêmes termes. Alors ça, c'est un exemple, mais nous en trouverions un nombre considérable. Très bien. Une autre question du panel. Je vous laisse la parole. Oui, ma question s'adresse à vous, Monsieur Galli. Donc nous avons parlé des débats autour des mutations scientifiques et notamment des rôles des politiques. Et justement, notre ministre de l'Éducation, donc Monsieur Blanquer, a créé un comité autour des neurosciences pour réfléchir à comment appliquer les neurosciences dans les débats éducatifs et pédagogiques. N'y a-t-il pas aujourd'hui des dérives à appliquer les neurosciences à des champs autres que scientifiques, donc à la justice, à l'éducation, et comment encadrer ces pratiques? Je crois qu'a priori, on est toujours en situation de se dire est-ce qu'il n'y a pas un risque? Donc, il y aura toujours deux faces à chaque chose. Et je pense qu'une discipline scientifique, que ce soit les neurosciences comme d'autres, on ne peut pas présager de l'impact qu'on va pouvoir en tirer ou pas. Je pense qu'avoir une véritable approche de sciences de l'éducation qui inclut des aspects sciences cognitives et des aspects liés aux connaissances développées par l'imagerie cérébrale ou d'autres approches peut avoir un impact et qu'il est, en tous les cas, à l'heure actuelle, on ne peut pas le mettre de côté et ne pas le prendre en considération et ne pas essayer de voir ce qu'on peut en tirer. Il faudra attendre les expériences et l'impact, le retour qu'on en aura. Mais je pense qu'il faut être très ouvert et pas avoir un a priori négatif, au contraire. Vous voulez rebondir également?
Oui, je voudrais rebondir sur ce point pour dire que votre question en fait témoigne de la peur qui peut venir des personnes non scientifiques dès lors qu'on va utiliser les sciences pour aider l'homme dans une chose aussi noble que l'éducation. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est intéressant à chacun de réfléchir de quoi procède cette peur de la science. En l'occurrence, si l'on demande à Stanislas Dehaene de présider le Conseil scientifique de l'éducation nationale, c'est parce que c'est un neuroscientifique qui a travaillé notamment sur les questions liées à l'apprentissage et donc des choses qui sont liées à l'éducation. Et donc c'est fort de connaissances scientifiques qui ont permis d'éclairer des choses qui étaient connues, j'allais dire, beaucoup de personnes savent comment éduquer les enfants et ont cette espèce de compréhension intuitive et faite de l'expérience, transmise par la culture. Mais les sciences sont aussi partie de la culture, elles alimentent et nourrissent, élargissent de façon très positive la compréhension de choses comme l'éducation. Donc je pense qu'il est intéressant de réfléchir d'où viennent nos peurs. C'est vrai dans le cas de l'éducation, c'est une question plus générale parce qu'il y a beaucoup de blocages qui apparaissent qui viennent d'une espèce de refus de l'entrée des sciences dans ce qui fait en fait la société. Mais la médecine, voilà la meilleure chose que l'on a pu inventer pour l'homme pour guérir, augmenter son bien-être et ça s'est aussi nourri des sciences, heureusement au XXe siècle en tout cas. Une dernière question du panel et ensuite on va passer aux questions de la salle. Alors, cette question-là est destinée à tout le monde. On a vu que certains grands principes dont nous sommes aujourd'hui les héritiers, comme par exemple la dignité humaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte que c'était quelque chose dont on ne pouvait pas se passer. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans une société où qui autorise de plus en plus de choses qui avant n'étaient pas considérées comme acceptables. Et j'aimerais vous poser la question, quel doit être selon vous le poids de l'histoire et au sens plus large de la culture dans l'introduction ou non de nouvelles pratiques médicales et dans la recherche? Thierry Galli. Alors, vous avez dit qui autorise ou des choses qui n'étaient pas considérées comme acceptables ou qui remettent en cause des choses qui étaient considérées comme tout à fait acceptables. Et par exemple, vous avez vu certainement monter de la part d'un petit nombre de gens, mais extrêmement actifs, des remises en cause de l'utilisation d'animaux dans la recherche en biologie et biomédicale. Or, c'est important pour l'avancée des connaissances, c'est important aussi pour tester les médicaments. Il faut se souvenir de ce qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, du protocole de Nuremberg, la nécessité de réaliser des tests chez l'animal avant d'amener des thérapeutiques et des traitements chez l'homme. Donc là aussi, attention à certaines remises en cause qui en fait vont très loin. Ils peuvent amener à des renoncements assez graves, en fait. Jean-François Bach, vous êtes saisi du micro. Non, mais c'est un sujet important. Je crois que dans beaucoup de domaines du progrès, de l'application du progrès scientifique, il faut essayer, autant que faire se peut, de faire la part de la rationalité et de la subjectivité. Avec, je dirais, entre les deux, l'émotionnel. Et au-delà de la subjectivité, l'obscurantisme. C'est une gradation. Alors, ce n'est pas toujours facile de trouver sa place dans cette suite de modes de pensée. Je vais prendre un exemple qui a été d'actualité, qui est toujours d'actualité, que celui des vaccinations. Les vaccinations, c'est déjà dans l'histoire de l'humanité. Ça fait déjà 200 ans, 300 ans, je ne sais pas, que les vaccinations sont pratiquées. Or, depuis quelques années, surtout en France, la France est le recordman du monde de la défiance vis-à-vis des vaccinations, il faut le savoir. En France, il y a beaucoup de gens qui contestent. Alors, quand on regarde ce problème, on peut tenir compte des craintes qui sont souvent fondées sur des convictions, mais il faut voir les faits scientifiques. Les faits scientifiques, ils sont sur la table, ils sont parfaitement accessibles à tout le monde. Les grandes maladies infectieuses ont disparu grâce à ces vaccinations. On peut le démontrer. D'ailleurs, dès qu'on arrête les vaccinations, on voit réapparaître des maladies comme la rougeole dans le sud-ouest récemment. À partir de ça, les gens peuvent avoir leurs réserves. Ce qui est inquiétant, à notre sens, si je reste dans cet exemple des vaccinations, les anti-vaccins
profondément anti-vaccins convaincus. On représente une toute petite minorité, 1%, 2% de la population, je ne sais pas, peut-être moins. On a cité le chiffre de 0,5, mais peu importe, tout petit nombre. Le problème, c'est qu'ils entraînent 40% de la population qui devient hésitante. Et alors là, c'est terrible parce que du coup, il est vacciné. Alors on a rattrapé les choses pour la vaccination de l'enfant grâce à la nouvelle loi que nous soutenons pour ce qui nous concerne, tant à l'Académie des sciences qu'à l'Académie de médecine ou ailleurs, la plupart des médecins responsables que je connais la soutiennent. Mais le problème n'est pas réglé pour la vaccination des adultes, vaccination contre la grippe, vaccination contre le virus responsable des cancers du col de l'utérus. Donc on est vraiment dans un problème de société de méfiance par rapport à quelque chose que finalement on ne connaît pas bien. Les gens, qu'on ne connaît pas bien, que le public ne connaît pas bien, parce que les scientifiques, les données sont incontournables, elles sont têtues, comme on dit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans l'analyse des données. La situation, c'est qu'on a beaucoup de mal à transmettre cette information. Il y a beaucoup de questionnements. Les gens, il y a une méfiance a priori vis-à-vis des experts. Et ça, c'est regrettable, c'est un problème. Pourquoi y a-t-il une telle méfiance vis-à-vis des experts? On peut en parler longtemps, mais là, il y a un véritable problème qui s'applique à beaucoup d'autres domaines. J'ai poursuivi des vaccinations parce qu'il est particulièrement clair, mais il y a beaucoup d'autres exemples possibles. On va passer aux questions de la salle. Il doit y avoir des micros qui circulent. N'hésitez pas à les poser de façon idéalement brève pour que les réponses le soient également, autant que possible. Monsieur, oui. Ça marche, oui. Juste sur la vaccination. Alors, je n'ai pas la compétence pour parler des grands problèmes philosophiques, mais on a entendu tout à l'heure monsieur parler de ces données scientifiques sur la vaccination, ce que je reconnais tout à fait, sauf qu'un petit peu avant, l'un d'entre vous a dénoncé la cupidité des laboratoires pharmaceutiques. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une partie de la population qui se dit que la vaccination obligatoire vient du lobbying des laboratoires pharmaceutiques qui veulent simplement, pour être vulgaire, faire du fric. Voilà. Alors, il est assez facile de répondre à cette question. Il est assez facile parce que les personnes, je trouve que je les connais bien, je n'ai pas participé moi-même, mais je les connais bien, qui ont fourni les arguments à l'origine de la loi sur les vaccins obligatoires. Ce sont des personnes, je peux vous dire, parce que les connaissant individuellement, qui ne peuvent pas être suspectées d'un moindre conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Et ils ont simplement regardé les données, regardé l'intérêt des enfants et regardé l'intérêt de la société, car la vaccination, ce n'est pas seulement une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective. Si on ne se vaccine pas, on ne se protège pas soi-même, mais on expose également tous les gens autour de soi. Donc ça, c'est une chose. Alors, il y a un deuxième aspect, qui est, il est vrai, les vaccins sont fabriqués par l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas, en France en tout cas, de vaccins fabriqués par le secteur public. Donc on est bien obligé d'avoir une relation avec le secteur pharmaceutique. Alors qu'il y ait quelques problèmes à ce niveau-là, certes, par exemple, l'insuffisance de disponibilité de certains vaccins dans les pharmacies, à certains moments, on peut se poser la question de pourquoi, du pourquoi de ce manque, de cette absence de vaccination. On peut se poser la question de savoir s'il était vraiment obligatoire de voir des vaccins patins. Alors, je dirais que c'est un problème réel, mais qui est relativement anecdotique par rapport au problème de fond, qui est que le vaccin est une chose fondamentale pour la santé des enfants et des individus en général, et cela indépendamment de l'industrie pharmaceutique qui, dans le cas particulier, je peux vous le dire, n'est pas intervenue directement pour la promotion de cette loi. Merci pour cette réponse. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, allez-y. Oui, bonjour. Je vais revenir sur ce que vous disiez au tout début avec donc la recherche sur le cancer, les traitements et le coût. Et interroger, donc, revenir sur la thématique, qui est responsabilité éthique. On est en train de nous présenter, de se diriger vers des traitements personnalisés. Traitements qui, du coup, nécessitent bien comprendre telle personne, adapter le produit, et donc adapter le traitement. Ça devient des traitements uniques. Du coup, au niveau de l'éthique, pourquoi engager ça si, donc, comme vous l'avez présenté, ça engendre de tels frais? Et quelle serait la responsabilité des chercheurs ou l'État pour réduire ce coût, mais tout de même poursuivre dans cette recherche, si c'est vraiment la solution? Je vais te dire un mot, puis après Jean-François Delfraissy peut dire un mot.
Bon, c'est un sujet dont nous avons parlé récemment dans une réunion. Le problème est le suivant. Prenons le cas des cancers de la peau, des mélanomes métastatiques. C'est une maladie très grave, de sujets relativement jeunes très souvent. Bon, ces nouveaux traitements apportent une augmentation très durable de la survie de ces patients. Donc le problème est là, est binaire. On traite ou on ne traite pas. On laisse les malades malheureusement mourir de la maladie, on essaie de faire quelque chose. Après, on tombe dans le problème du coût. Mais le choix, on ne peut pas l'éluder, il est devant nous. Non, c'est une découverte, je dirais, thérapeutique majeure hein, des dernières années, qui est issue, soulignons-le, de découvertes fondamentales sur la connaissance en immunologie et sur les anticorps monoclonaux qui, elles, datent d'il y a une trentaine d'années. Donc on voit bien déjà aussi à chaque fois la cinétique, entre guillemets, entre les découvertes de recherche fondamentale et l'arrivée en thérapeutique. Le deuxième point, c'est qu'on peut se poser une question éthique. Compte tenu du coût et compte tenu du fait que le cancer est la pathologie la plus lourde en France et nous concerne tous autour de nous, dans nos familles ou dans nos amis, que c'est une véritable révolution thérapeutique, eh bien, on comprend qu'au niveau individuel, chaque patient souhaite bénéficier de ces nouveaux traitements. Et d'ailleurs, les médecins ne se posent aucune question à cet égard. Mais si on regarde maintenant en macro, c'est un coût majeur qui est en train d'arriver, je dirais, pour le système de santé français. Donc ça pose deux questions. Premièrement, le coût de ces nouvelles molécules est-il pleinement justifié? Et comment se construit le coût d'un médicament, finalement? Et comment discute-t-on le coût d'un médicament? Et une deuxième question qui est à la limite, certains n'aiment pas qu'on aborde les problèmes éthiques sur les problèmes économiques, mais je trouve qu'ils sont assez liés là maintenant, par certains côtés. Bien, ce qu'on met dans ce qu'on devra mettre dans le traitement du cancer, on ne pourra pas le mettre s'il y a un choix qui se fait, si on ne fait pas baisser ces traitements du cancer, on ne pourra pas le mettre dans les EHPAD et dans la prise en charge du 4e âge, qui est aussi un problème très majeur. Donc on revient là à des discussions, je dirais citoyennes, où à un moment donné, le choix est complexe et on doit mettre ça, une fois de plus, sur la table pour que sur des débats aussi complexes, eh bien, chacun d'entre nous puisse donner sa position. Voilà. Il nous reste quelques minutes pour une ou deux questions, à la condition qu'elles soient courtes. Vous avez un micro? Oui, bon, pardon. Moi, c'est par rapport à ce que, c'est par rapport à ce que vous venez de me dire, monsieur, qui est très intéressant. Merci. Ça a été abordé, mais aujourd'hui, c'est parce que les traitements sont uniques. Mais si on les multiplie par 1000, par 2000, par 3000, par 10 000, ça sera beaucoup moins cher. Parce qu'au début, l'informatique, le téléphone mobile, c'était inaccessible. Il n'y en avait pas. Maintenant, on la touche. Alors, c'est juste une question de temps. Vous ne croyez pas que ça va être très accessible? C'est une question de temps. Merci. L'informatique, c'était comme ça au début, le téléphone. Oui, pour certains traitements, pas vraiment quand il s'agit de maladies rares, c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure, ou quand il s'agit de traitements personnalisés pour lesquels il y a besoin, dans le cadre de la médecine personnalisée, de faire... Oui, bien sûr, mais quand il y a besoin de faire des choses qui sont absolument, entre guillemets, individualisées, il y a des coûts qui sont incompressibles. Alors, je faisais référence tout à l'heure à des discussions dans les milieux économiques, notamment aux États-Unis, par exemple de distribution du coût. Si un traitement permet de rallonger l'existence de 20 ou 30 ans, le modèle de certaines assurances américaines, c'est de dire, mais en fait, il y a un coût très important à cet instant T, mais si on le regarde et qu'on le distribue sur les 20 ou 30 ans qui suivent, le coût est moindre. Donc le raisonnement est en train d'évoluer complètement, mais c'est un raisonnement qui a lieu non pas dans le milieu scientifique, biologique, mais dans le milieu économique. Jean-François Bach, vous voulez dire un mot? Très rapidement, madame. C'est vrai que vous avez raison, c'est un problème. Normalement, l'industrie pharmaceutique, parce que c'est elle qui est en cause en cas particulier, devrait réduire le coût des médicaments lorsqu'ils ont été utilisés de façon durable, sur un grand volume, à un moment où ils ont amorti leur recherche. Ils vous font valoir, moi je ne prends pas partie, qu'ils doivent également payer le prix de tous les médicaments pour lesquels il y a eu des recherches et qui n'ont pas été mis sur le marché. Mais c'est un vrai problème. Et il y a actuellement, vous savez, beaucoup de mouvements dans les milieux cancérologiques pour lutter contre le prix des médicaments sur des bases de ce que vous dites. Et Jean-François Delfraissy connaît bien ce qui s'est passé pour le sida. Les thérapeutiques antivirales
ont un prix qui est assez élevé, mais qui a été réduit pour les pays en développement pour des raisons, disons, humanitaires que l'on comprend. Donc c'est un vrai débat. Il va falloir arriver à convaincre certaines industries pharmaceutiques qu'à un moment où ils ont amorti leur recherche, les prix peuvent être rendus plus raisonnables qu'ils sont aujourd'hui. Une dernière question que je vais vous demander. Oui. Bref, allez-y. Alors, en fait, je pose la question comme simple citoyenne. Ça a été dit, suite aux évolutions majeures des technologies, il est de plus en plus important que les citoyens puissent aussi s'exprimer et dire quel projet de société on souhaite. Alors j'ai entendu parler du crowd ethics, c'est-à-dire donner la possibilité à un grand nombre de citoyens de s'exprimer. Comment, aujourd'hui, si j'ai envie de m'exprimer ou si nous avons envie de nous exprimer, auprès de qui pouvons-nous nous adresser ? Vous allez sur le site web étatsgénéraux-de-la-bioéthique.fr et vous trouverez l'ensemble des réponses à votre question. Vous avez d'une part de l'information, le calendrier des débats qui reste jusqu'à fin avril, début mai, en particulier en région parisienne ou en région. Puis vous avez surtout le moyen de vous exprimer et de déposer une expression sur tel ou tel type de sujet. Bon, c'est une première expérience. Après, on va songer, tirer des leçons de ce qui a été réalisé sur ces états généraux pour construire quelque chose qui s'inscrit plus dans le temps. Mais en tout cas, c'est un point essentiel que vous soulevez. Merci pour cette réponse, qui, je pense, est la plus courte de Rencontre Capitale. Le débat est terminé. Je remercie tous les intervenants. Je remercie le public pour son attention. Je vous invite à quitter la salle. Elle est certes très jolie, même magnifique, mais vous ne pouvez pas rester. Et pour votre information, il y a également une librairie à la sortie.